70% des zones autrefois tenues par les groupes armés sont désormais sécurisées, selon le gouvernement burkinabé. Pourtant, à peine 3 ans plus tôt, des millions de personnes fuyaient encore leurs villages abandonnés, et l'idée même de retour paraissait irréaliste. Comment expliquer que, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, un pays que l'on croyait coincé dans la guerre sans fin se retrouve soudain à parler de reconstruction durable, d'agriculture relancée et de marchés ouverts? À ce moment charnière, chaque chiffre devient une question sur l'avenir réel du Burkina Faso. Depuis l'amorce du redressement sécuritaire, une question domine. Ce regain peut-il réellement tenir face aux pressions multiples qui pèsent encore sur le Burkina Faso? Pour le public, l'enjeu principal reste clair: comprendre ce qui garantit un progrès durable. La trajectoire enclenchée depuis 2022 promet beaucoup, mais elle comporte aussi des risques majeurs, notamment la possibilité d'une rechute sécuritaire ou d'un essoufflement agricole dans les zones longtemps dévastées. Les Burkinabés savent que chaque avancée repose sur un équilibre fragile: la cohésion locale, la stabilité militaire, la relance économique et la capacité des institutions civiles à suivre le rythme des reconstructions. Dans ce contexte, l'histoire récente du pays sert de rappel puissant. Un pays peut se relever rapidement, mais il peut tout aussi rapidement vaciller si ses bases de business ne sont pas consolidées. Et c'est précisément là que surgit la tension centrale, une courbe de progrès impressionnante, mais encore vulnérable. Un contraste suffisant pour créer un naturel et maintenir l'attention du lecteur. La surprise, c'est venue d'un chiffre que peu d'observateurs attendaient. En 2025, 70% des zones autrefois contrôlées par des groupes armés ont été progressivement sécurisées. Cette bascule rapide a servi de révélant à quel point la stratégie déployée depuis 2022 avait commencé à modifier l'équation sur le terrain. Lorsque Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, le Burkina Faso était un pays assiégé, marqué par des villages abandonnés, des routes piégées et des infrastructures détruites. Les populations se déplaçaient par centaines de milliers, et les institutions locales, affaiblies, peinaient à maintenir un semblant de normalité. Face à cette situation chaotique, la tentation aurait pu être de chercher des solutions extérieures, d'attendre une aide massive, ou de se résigner à une crise prolongée. Pourtant, la voie choisie a été différente: reconstruire de l'intérieur. La première pierre du plan reposait sur une intervention militaire ciblée, limitée aux zones les plus sensibles. Des unités d'intervention rapide ont été déployées, non pas pour reconquérir l'ensemble du territoire, mais pour ouvrir des corridors humanitaires, sécuriser les axes vitaux et restaurer les services de base. Cette méthode a permis d'éviter l'enlisement tout en créant des points d'appui solides. À mesure que les zones étaient stabilisées, une seconde vague entrait en action. Des forces civiles, composées de policiers mobiles et d'équipes communautaires, s'installaient durablement afin de renforcer la confiance locale, résoudre les conflits et rouvrir les infrastructures essentielles. Les écoles, les marchés et les routes redevenaient progressivement fonctionnelles, permettant aux familles déplacées d'entamer leur retour. La logique de cette stratégie reposait sur une chaîne de causalité simple: sécurité minimale. Dans cette phase de transition, une figure centrale s'impose naturellement: le travailleur civil chargé de rester dans les zones fraîchement sécurisées pour renouer le lien entre institutions et habitants. Ce rôle, souvent invisible dans les récits officiels, a pourtant servi de boussole pour comprendre comment les premières avancées ont réellement pris forme sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Le premier cas marquant se trouve dans un village du Nord, où une équipe mixte, policiers mobiles et médiateurs communautaires, a été déployée quelques jours après l'intervention d'une unité d'élite. Leur mission ne consistait pas seulement à rassurer les habitants, mais à rétablir les services vitaux, remettre en état le marché local, rouvrir l'école primaire et sécuriser les points d'eau. En moins de 3 semaines, les familles déplacées ont commencé à revenir, reconstruisant progressivement des activités qui paraissaient perdues.
Un second exemple se situe dans une zone autrefois totalement désertée. Là, le rôle des forces civiles a pris une dimension plus psychologique. Elles ont organisé des réunions régulières avec les chefs communautaires, rétabli les mécanismes de gestion des conflits et accompagné les femmes dans la relance des petites activités de commerce. Cette approche patiente a permis d'éviter un phénomène courant dans les zones en post-conflit, la méfiance persistante, qui empêche la stabilité de s'installer durablement. Ces deux cas illustrent une dynamique essentielle. Les premières victoires ne reposent pas seulement sur les opérations militaires, mais sur la présence civile continue qui transforme la sécurité en reconstruction concrète. En somme, tout commence par la confiance locale. Avant 2022, le Burkina Faso se trouvait dans une spirale de violence où les villages étaient abandonnés, les routes coupées et les familles forcées de fuir sans cesse. Après l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, la trajectoire a changé et s'est structurée en 3 phases claires. Déclenchement. La phase de déclenchement a reposé sur des interventions militaires ciblées dans les zones les plus dangereuses. Des unités d'intervention rapide ont été déployées pour ouvrir des corridors humanitaires, sécuriser les routes vitales et rétablir un minimum d'ordre. Chaque avancée, même limitée, créait une brèche permettant aux habitants de croire à un retour progressif à la normalité. Le point culminant est survenu lorsque les opérations militaires ont été immédiatement suivies par des équipes civiles. Cette transition rapide a empêché le vide institutionnel qui fait souvent rechuter les zones post-conflit. Les policiers et mobiles, les équipes communautaires et les techniciens locaux ont réparé les marchés, réhabilité les écoles et restauré les points d'eau. Dans certaines localités, les marchés ont rouvert en quelques jours, mettant fin à des années de paralysie. Les familles en déplacées ont commencé à revenir grâce à la combinaison entre sécurité physique et soutien civil. La phase de résonance s'est installée lorsque les communautés locales ont repris progressivement leurs activités. Les agriculteurs sont retournés sur leurs terres, les femmes ont relancé les petits e-commerces et des coopératives se sont formées autour de l'agriculture et de l'élevage. À Gabou, où Boulay et Doumourune, autrefois considérés comme perdus, la réinstallation des familles a montré que la reconstruction ne reposait pas seulement sur l'armée, mais également sur l'économie locale et les initiatives communautaires. Ce processus illustre une logique forte. La sécurité ouvre la voie, mais la reconstruction durable appartient aux habitants eux-mêmes. La transition vers une stabilisation mesurable commence par un constat simple. En 2025, 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés dans les régions les plus touchées, révélant l'ampleur de la montée en puissance sécuritaire depuis 2022. Cette augmentation du dispositif militaire marque un delta évident par rapport à la période précédente, lorsque les zones frontalières étaient presque entièrement abandonnées. Chaque bataillon représente une capacité supplémentaire à sécuriser les routes, soutenir les forces civiles et protéger les couloirs humanitaires. Cette montée en charge continue témoigne d'une stratégie progressive, mais déterminée. Le deuxième indicateur réside dans la sécurisation de près de 70% des zones initialement contrôlées par des groupes armés, un basculement attesté par les rapports du ministère de la Défense. Ce pourcentage illustre la transformation concrète de territoires autrefois instables en espaces à nouveau praticables. La donnée démontre un retour progressif à une mobilité plus sûre pour les familles et les activités économiques. Les axes routiers, autrefois impraticables, redeviennent des liens vitaux entre les régions, facilitant la réouverture des marchés et le transport agricole. Le troisième indicateur est économique. La production de riz qui atteint 1,5 million de tonnes en 2025, soit une hausse significative par rapport à 2023. Cette progression résulte des réhabilitations d'infrastructures d'irrigation et de la distribution d'outils agricoles modernisés. La donnée montre le redémarrage d'un secteur essentiel pour l'autosuffisance nationale. Une augmentation de cette ampleur crée un amortisseur économique face aux chocs futurs, tout en améliorant directement le revenu des agriculteurs locaux.
La conjonction des trois indicateurs montre une trajectoire cohérente. Sécurisation. Lorsque les bataillons sécurisent les zones prioritaires, les équipes civiles s'installent. Lorsque les civils restaurent l'accès à l'eau, aux écoles et aux marchés, les populations reviennent. Lorsque les populations reviennent, l'agriculture se relance. Lorsque l'agriculture se relance, l'économie locale se stabilise. Ainsi, les chiffres ne sont pas des valeurs isolées, mais des maillons successifs d'une chaîne opérationnelle. Cette approche intégrée éclaire un point central. Les progrès obtenus ne proviennent pas d'une seule réforme, mais d'une synchronisation continue entre sécurité, services publics et relance économique. Dans un pays longtemps marqué par la fragmentation, cette cohérence constitue en elle-même une rupture majeure. L'évolution quantitative permet également de comprendre le changement psychologique. Lorsque les villages voient la présence simultanée de militaires, de policiers et d'équipes communautaires, la perception de l'État se transforme. Là où les habitants craignaient des retours sporadiques de la violence, ils constatent désormais une présence durable. Cette stabilité rend possible une reconstruction qui aurait été impensable quelques années plus tôt. En définitive, les chiffres racontent l'histoire en dessous. L'histoire d'un pays qui comble progressivement un vide, laissé par des années de conflits. Et derrière ces métriques se profile la même question. Comment transformer des progrès chiffrés en fondations durables pour l'avenir ? Deux visions opposées émergent lorsque l'on analyse les réformes engagées depuis 1922 sous la direction d'Ibrahim Traoré. La première, portée par certains observateurs étrangers, avance que la stratégie est trop militaire. Selon cette perspective, l'usage massif des forces d'intervention, l'omniprésence des unités mobiles et la centralité des opérations sécuritaires pourraient installer une gouvernance de type militaire à long terme. Ces critiques estiment que la dépendance à l'armée pour maintenir l'ordre risque d'affaiblir les institutions civiles et de réduire la participation citoyenne. Elles soulignent également que la militarisation prolongée d'un territoire fragilisé peut mener à une dérive autoritaire, même si les résultats immédiats semblent positifs. La seconde vision, soutenue par une partie de la population et par plusieurs acteurs locaux, considère au contraire que la réponse militaire était indispensable dans un contexte où les infrastructures étaient détruites, les villages désertés et les groupes armés installés durablement. Pour ces défenseurs, aucune réforme agricole, sociale ou économique n'aurait pu fonctionner sans sécurisation préalable. Ils rappellent qu'en 2025, la sécurisation de près de 70% des zones vulnérables a permis la réouverture des marchés, le retour des familles déplacées et la relance de l'agriculture. Ils soulignent également que les bataillons d'intervention rapide n'ont pas agi seuls. Des forces civiles, présentes dès la stabilisation des zones, ont joué un rôle essentiel dans la réhabilitation des écoles, des routes et des points d'eau. Face à ces deux positions, une réponse nuancée se dessine. Les critiques alertent sur un risque réel. Un appareil sécuritaire trop dominant peut, à long terme, comprimer l'espace démocratique. Cependant, les défenseurs rappellent que les progrès tangibles observés, routes rouvertes, marché actif, taux de chômage en baisse, production agricole en hausse, n'auraient pas été possibles sans une action militaire initiale. La clé réside donc dans l'équilibre. Maintenir la sécurité sans étouffer les institutions civiles et transformer les avancées obtenues grâce aux bataillons en fondations durables gérées localement. L'enjeu, désormais, est d'éviter qu'un succès immédiat devienne une dépendance permanente. Un basculement inattendu apparaît. Après plusieurs mois d'efforts coordonnés, un changement discret mais déterminant s'est manifesté dans les zones anciennement les plus instables. Là où l'on craignait un retour cyclique de la violence, ce sont les marchés, les écoles et les coopératives agricoles qui ont repris vie les premiers. Ce renouveau, perçu au départ comme un simple signe ponctuel, a rapidement révélé une dynamique plus profonde. Dans certaines localités du nord et du centre, les femmes,
longtemps parmi les premières victimes du conflit, ont assumé des rôles centraux dans la restauration de la vie économique. Elles ont rouvert les étals, relancé les petits commerces et participé à la distribution des kits de reconstruction. Cette prise d'initiative a modifié la structure sociale de communautés qui avaient été paralysées par des années d'insécurité. Les forces civiles, présentes en continu après les opérations militaires, ont consolidé ce mouvement. Elles ont rétabli les points d'eau, remis en état les routes locales et accompagné les familles revenant dans leurs villages abandonnés. Ce n'est donc pas seulement la sécurisation initiale opérée sous la direction d'Ibrahim Traoré qui a pesé, mais la montée en capacité des communautés à se réorganiser elles-mêmes. Les effets concrets du redressement engagé depuis 2022 apparaissent désormais de manière claire dans plusieurs régions du Burkina Faso. Pour saisir l'ampleur de ces transformations, 4 catégories: agriculture, NN, vie quotidienne, DN, dynamique sociale interne, ND, et secteur économique, KIV, permettent de comprendre comment les actions combinées en matière de sécurité, de réhabilitation et de relance ont modifié le quotidien des populations. Dans les zones auparavant durement touchées, la réhabilitation des canaux d'irrigation a permis aux agriculteurs de reprendre la culture du riz, du maïs et des tubercules. En 2025, une hausse de 30 des rendements agricoles a été observée non seulement dans le nord, mais aussi dans les localités partiellement désertées auparavant. La distribution d'outils modernes aux familles revenues a accéléré ce redémarrage. La présence d'une sécurité minimale, rétablie grâce aux interventions successives menées sous la direction d'Ibrahim Traoré, a offert les conditions nécessaires pour que les populations retrouvent leurs terres et relancent un secteur essentiel à l'autosuffisance alimentaire. Le retour massif des personnes déplacées a transformé la trame sociale. Les écoles, autrefois fermées ou détruites, ont rouvert dès que les forces civiles ont stabilisé les zones. Les enfants ont repris le chemin de l'école et les familles ont commencé à reconstruire leurs foyers. Les marchés, longtemps silencieux, ont retrouvé leur activité grâce à la sécurisation des routes et à la présence constante des unités locales. Les femmes, particulièrement actives dans ce processus, ont rouvert leurs étals et redonné vie au commerce local. Le renforcement des structures locales est l'un des changements les plus visibles. Les forces civiles ont organisé des séances de médiation, rétabli les mécanismes de résolution des conflits et travaillé avec les chefs communautaires pour restaurer la confiance. La perception de l'État s'est transformée. Dans des régions où aucune autorité n'était visible, les habitants observent désormais une présence stable, à la fois protectrice et impliquée. Cette stabilisation psychologique est essentielle pour éviter une rechute, car la paix matérielle ne suffit pas en elle-même. Les routes sécurisées, les marchés rouverts et les programmes de réintégration ont contribué au redressement de l'économie locale. Dans des villes comme Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, le taux de chômage a diminué de 15% entre 2023 et 2025, signe d'une reprise réelle de l'activité. Les investissements dans les infrastructures agricoles ont soutenu la croissance des petites entreprises rurales. Ces améliorations ne proviennent pas uniquement du volet militaire. Elles résultent d'un enchaînement cohérent entre sécurité, agriculture et initiative civile. Un principe central de la ligne directrice suivie depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Ensemble, ces 4 volets montrent un pays qui, après des années de fragmentation, retrouve des appuis solides et redonne à ses communautés la capacité d'être actrices de leur propre redressement. Les trajectoires possibles pour les prochains mois se dessinent autour de 3 scénarios distincts, chacun offrant un prisme différent pour comprendre comment les réformes lancées depuis 2022 pourraient s'évoluer. Ces projections ne prédisent pas l'avenir. Elles permettent de clarifier les conditions dans lesquelles la stabilisation actuelle pourrait se renforcer, se ralentir ou s'inverser. Dans ce cas, la dynamique actuelle se maintient, mais sans accélération spectaculaire. Les zones sécurisées restent relativement stables. Les marchés poursuivent leur redressement
et la production agricole continue de croître à un rythme modéré. Les forces civiles consolident leurs acquis, mais certaines régions demeurent fragiles en raison de la proximité des frontières ou de tensions communautaires. Ce scénario reflète une trajectoire réaliste. La paix avance, mais lentement, avec des différences régionales marquées. Si les efforts en matière de sécurité, de réhabilitation et de relance économique portent pleinement leurs fruits, le Burkina Faso pourrait devenir un exemple de résilience régionale. Dans ce scénario, les zones autrefois instables seraient stabilisées durablement. Les rendements agricoles continueraient de progresser et les infrastructures réhabilitées attireraient des investissements extérieurs. Les communautés, déjà actives dans les coopératives agricoles et le commerce local, gagneraient en autonomie. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette consolidation permettrait une réduction notable de la violence et une expansion de la confiance civile. Des facteurs externes, comme le retour de groupes armés dans certaines zones frontalières, pourraient perturber la trajectoire actuelle. Une instabilité politique interne pourrait également fragiliser les progrès sécuritaires, entraînant un recul des déplacements, un ralentissement de la production agricole et la fermeture partielle des marchés. Dans ce cas, le pays ne replongerait pas nécessairement dans le chaos antérieur, mais verrait ses avancées freinées, voire partiellement inversées. En conclusion, la clé analytique demeure simple. Raisonner en termes de conditions, pas de certitude. Dans la reconstruction en cours, 3 groupes de spectateurs ou de lecteurs trouvent un reflet direct de leurs préoccupations. Chacun perçoit dans l'évolution du Burkina Faso une dimension particulière de ce que peut représenter la résilience collective. Pour ce public, les progrès visibles, marchés rouverts, routes sécurisées, retour progressif des familles, montrent comment une stabilisation concrète transforme la vie de milliers de personnes. Ils y voient une démonstration que la paix commence par des actions simples: rétablir l'accès à l'eau, ouvrir une école, reconnecter un village isolé. Pour eux, la relance agricole et la diminution du chômage témoignent d'un potentiel renouvelé. Les initiatives menées dans les coopératives, l'amélioration des infrastructures d'irrigation ou la reprise des petites entreprises rappellent qu'une économie locale peut renaître même après des années d'instabilité. Ils s'attachent particulièrement aux efforts des forces civiles, aux médiations locales et au retour des familles déplacées. Ils interprètent ces avancées comme un signe que les fractures sociales, bien que profondes, peuvent être résorbées progressivement si la confiance est rétablie. À travers ces 3 perspectives, l'histoire du Burkina Faso ne devient pas seulement un récit national, mais un miroir où chacun peut reconnaître un enjeu universel: reconstruire ce qui a été brisé, lentement mais sûrement, grâce à la volonté collective. Pour que les avancées observées depuis 2022 se transforment en base durable, une feuille de route claire s'impose. Elle ne repose ni sur des promesses abstraites, ni sur des projections idéalisées, mais sur la continuité méthodique de ce qui a déjà démontré son efficacité sur le terrain sous la direction d'Ibrahim Traoré. L'objectif consiste à consolider les fondations sans lesquelles la paix et la relance économique ne pourraient perdurer. Étape 1. Ancrer la sécurité locale. La stabilisation ne peut se maintenir que si les zones prioritaires bénéficient d'une présence conjointe: forces militaires pour dissuader les incursions, forces civiles pour résoudre les tensions. Le renforcement administratif local doit accompagner chaque avancée afin d'éviter les vides institutionnels. Étape 2. Accélérer la réhabilitation des infrastructures vitales. Il s'agit de poursuivre la restauration des points d'eau, des routes secondaires et des écoles tout en guidant les communautés dans la gestion quotidienne de ces espaces. Cela réduit la dépendance et encourage l'appropriation locale. Étape 3. Soutenir durablement l'agriculture et les chaînes alimentaires. La modernisation agricole doit continuer. Irrigation, outils, semences, accès au marché. La hausse des rendements observée récemment montre que cet axe est un levier central pour la sécurité alimentaire. Étape 4. Encourager l'entrepreneuriat de proximité. Les jeunes et les femmes
déjà actifs dans la relance commerciale, doivent bénéficier d'un appui structurel, microfinancement, formation, accompagnement dans les coopératives. Étape 5. Renforcer la cohésion communautaire. La médiation, la gestion des conflits et la reconstruction du tissu social sont essentielles pour garantir que les retours des populations s'inscrivent dans la durée. L'ensemble compose une trajectoire cohérente. Sécurité, infrastructure, agriculture, économie locale, cohésion sociale. Un enchaînement qui ne vise pas l'immédiat, mais le durable. Dans les villages où les forces civiles avaient, dès les premiers jours, rouvert les écoles et réparé les points d'eau, un autre mouvement plus profond est apparu, celui d'une population qui réapprend à habiter son propre territoire. Ce motif, la présence patiente des équipes locales marchant aux côtés des habitants, revient comme un fil conducteur, rappelant que la reconstruction ne repose jamais uniquement sur les décisions nationales, mais sur les gestes quotidiens posés dans ces zones que l'on disait perdues avant 2022. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette idée simple a pris une dimension symbolique. Redonner à chaque famille la possibilité de reprendre sa vie là où elle avait été brisée. Les femmes qui rouvrent un marché, les policiers immobiles qui rassurent un village, les agriculteurs qui réinvestissent leurs terres, tous incarnent ce retour progressif à la dignité. Ils montrent que la stabilité n'est pas un événement soudain, mais un tissage lent, fait de milliers d'actes modestes. Et c'est dans ce tissage que se joue la véritable renaissance du pays. La dignité renaît là où le courage persiste. Le Burkina Faso avance aujourd'hui avec une énergie nouvelle, portée par les efforts combinés de ses communautés, de ses forces civiles et des agriculteurs qui reconstruisent leur avenir pas à pas. La trajectoire enclenchée depuis 2022 montre qu'un pays meurtri peut retrouver sa stabilité lorsqu'il s'appuie sur ses ressources locales, sa cohésion sociale et la détermination de ses habitants. Les marchés rouverts, les villages réanimés et les routes sécurisées ne sont pas seulement des signes de progrès. Ils représentent des symboles d'autonomie retrouvée, des marqueurs d'une société qui refuse de se résigner. L'élan actuel n'appelle pas à des déclarations grandiloquentes, mais à une participation calme et continue. Comprendre, observer, soutenir les initiatives locales et encourager la circulation des récits qui témoignent de cette résilience. Chaque geste compte, même petit, pour nourrir cette dynamique collective. Le chemin reste long, mais chaque avancée rappelle ce qu'un peuple peut accomplir lorsqu'il choisit de reconstruire sur ses propres bases. Et vous, quelle place voyez-vous pour votre voix dans cette conversation collective ?